Nous sommes en 1968, plus précisément au mois d'août, à Mumbai, également dit Bombay, la ville de l'Inde la plus peuplée, avec son industrie de films bollywoodiens célèbres, haut en couleur. À la tombée de la nuit, une personne démunie et maltraitée, puis laissée pour morte dans les rues des quartiers pauvres. Puis c'est une deuxième, puis une troisième, sans forcément attirer l'attention des habitants ou de la loi. Froid, maltraité et déjà bien abîmé avec le temps qui passe, les corps ont commencé à habiter de plus en plus les rues. Les habitants commencèrent à y prêter attention, mais ils ne comprenaient pas ce qui se passait. Ils se posaient des questions. Qu'est-il arrivé à ces personnes? Qui sont-elles? Est-ce que quelqu'un les recherche? Que fait la police? On retrouve une particularité à ces corps errants au sein des bidonvilles. Il semblerait que toutes ces personnes étaient des sans-abri. Ce qui frappe encore plus, c'est qu'ils avaient l'air tous d'avoir été torturés. Parmi ces corps, il y avait des hommes, des femmes, des enfants, des jeunes et même des animaux. Vu leur apparence, ils semblaient vivre dans une grande misère. Quelqu'un s'en prendrait donc à des personnes vulnérables. Le tueur a longuement réfléchi à sa cible. De nombreux SDF vivent souvent reclus et ont perdu contact avec leurs proches. Comment leurs proches pourraient les retrouver si toutefois ils sont portés disparus? Avec tous ces meurtres à la vue de tous, il semblerait que n'importe quelle personne errant dans les rues à la tombée de la nuit représenterait une cible potentielle pour l'auteur des faits. D'autant plus qu'auparavant, le même scénario avait eu lieu dans les banlieues de Mumbai. Plusieurs découvertes macabres avaient été faites dans des circonstances similaires. Ces faits se seraient produits entre 1965 et 1966. On apprendra par la suite que dans ce temps, ce ne sera pas moins de 19 personnes qui ont été agressées, dont 9 parmi eux sont décédés. Mais que se passait-il à Mumbai, une ville pourtant très dynamique qui s'est subitement retrouvée hantée par l'ombre d'un possible tueur en série? Les policiers finirent par entendre parler de ces accumulations de cadavres au sein des rues. Ils avaient un suspect en tête, un homme qui traînait dans les parages, un certain Raman Raghav, un témoin des violences faites dans les rues, a décrit avoir vu un sans domicile fixe errant dans les lieux dont le portrait ressemblait à cet homme. C'est un sans domicile fixe, mais déjà connu des autorités pour des faits de vol. Il avait déjà eu affaire à la prison pendant 5 ans pour ce crime. Cependant, par manque de preuves, ils n'ont pas pu le garder. Raman Raghav a retrouvé son chez lui, probablement dans les rues. Mais les policiers n'avaient pas confiance en lui. Ils ont donc décidé de le libérer, mais ils l'ont expulsé de la ville. Raman, cependant, ne l'a pas entendu de cette oreille, puisqu'il a décidé de revenir. Peu de temps après, le tueur frappa à nouveau. Cette fois-ci, pas question pour les policiers de rester inactifs. Ils ont décidé de se lancer dans une chasse à l'homme. Ils descendirent dans les rues et arrêtèrent plusieurs personnes. En parallèle, ce fut la panique dans les rues. Les gens tombèrent dans l'hystérie, tant chez les habitants les plus pauvres comme ceux ayant plus de moyens. Personne ne voulait croiser la route du tueur. Mais comment se cacher de lui s'il s'attaquait aux personnes démunies et si la majorité de la population vivait dans la pauvreté? Ceux qui avaient des habitations refusèrent de dormir chez eux, avec les fenêtres ou les balcons ouverts. Et bien évidemment, personne ne voulait dormir dehors. Mais où en était l'enquête? En attendant, les policiers avaient du mal à avancer. Ils ont repéré des similitudes. Les meurtres avaient eu lieu dans une même zone géographique bien spécifique, dans un lieu bien fréquenté et probablement pas loin du domicile du tueur. Des prélèvements ont été réalisés sur les lieux du crime. Les policiers sont également venus à la conclusion qu'il n'y avait pas de motif discernable derrière tous ces crimes. Le tueur torturait ses victimes
mais ça lui arrivait également de les voler ou de manger leur nourriture. Parfois, il leur faisait subir des abus sexuels. Il ne savait plus où chercher. Toute la ville fut passée au peigne fin à la recherche d'un sans-abri criminel. La tâche s'est avérée compliquée puisqu'ils avaient tous une apparence plutôt similaire. La pression était très grande puisque l'hystérie a continué dans la ville. Les rumeurs les plus folles se sont propagées au point qu'on parlait même d'un tueur au super pouvoir qui terrifiait la ville. La ville était de plus en plus animée par la violence puisque des patrouilles surveillaient les nuits. Et toute personne qui se promenait jusque tard devenait suspecte à leurs yeux et pouvait créer des tensions avec les policiers, menant souvent à des bagarres. Un commissaire adjoint de la police est mis sur l'affaire, Ramakant Kulkarni, un jeune homme qui n'était pas encore habitué à traiter ce type de cas. Il était perplexe et perdu. Il se demandait comment il allait pouvoir résoudre cette affaire. Il s'est penché sur les similitudes entre les meurtres de l'époque de 1966. Il a remarqué qu'ils avaient tous été commis avec une arme tranchante pendant la nuit. Pour la série de 1966, ils avaient tous eu lieu le long du chemin de fer central et celle de 1968, dans la banlieue du Nord. Le commissaire a soupçonné Rahman d'être derrière ces deux séries de meurtres. La piste d'un tueur en série est alors affirmée. Les policiers ont décidé alors de faire une rafle. Pendant cette opération, ce sont 200 personnes qui ont été arrêtées. Parmi eux se trouvait Rahman Raghav, puisqu'il était revenu. C'est Alex Fiallo, un inspecteur de la police mis sur l'affaire, qui est parvenu à identifier Rahman Raghav suite aux descriptions fournies par ceux qui l'avaient aperçu et à des photos prises auparavant. Il l'avait observé en train de se promener et le trouvait suspect. Ce qui a attiré son attention est que Rahman se promenait avec un grand parapluie mouillé, alors qu'il n'avait pas plu à Mumbai ce jour-là. Alex Fiallo le mit en garde à vue et effectua une fouille en présence de 2 témoins. Il ne fit aucune résistance. Le suspect disait s'appeler Rahman Raghav, mais d'anciens dossiers ont permis aux enquêteurs de savoir qu'il se faisait appeler de différentes façons. Ils ont ainsi appris qu'il utilisait d'autres noms comme Cindy Dalwai, Anna, Tambi ou encore Veswami. Mais qui est Rahman Raghav? Il était très difficile de faire des recherches sur lui, puisque l'on dispose de peu d'informations à son propos. On ne connaît rien de sa famille, mais l'on sait qu'il doit avoir au moins une sœur. Il a été élevé dans un village près de Tamil Nadu, qui se situe dans le sud de l'Inde. On sait que dès sa jeunesse, il avait l'habitude de voler et avait des démêlés avec la justice. Il serait bel et bien parti à l'école, mais il a quitté à un jeune âge. Il ne s'intéressait pas à l'éducation. Il était très soucieux de son apparence. Il voulait que sa peau soit belle et donc prenait grand soin en utilisant de l'huile coco. Il faisait très attention à ses cheveux. Également, il était toujours soigneusement coiffé. Il marchait toujours avec un miroir pour s'assurer qu'il soit bien présentable. Une fois arrivé à Mumbai, on le voyait toujours errer dans les rues, en tenant un grand parapluie. Il était assez calme, il n'embêtait pas les passants. Il était décrit comme une personne propre et à l'apparence banale. Rahman Raghav est alors passé aux aveux. Il a reconnu avoir tué 23 personnes en 1966 sur la ligne du GIP, c'est-à-dire le Grand Chemin de Fer péninsulaire indien, puis 12 personnes au sein des banlieues en 1968. Mais vu le nombre de crimes commis, il est fort probable qu'il ait tué plus de personnes. Il a également été fouillé, et à la surprise des policiers, ils n'ont rien trouvé de particulier. Ils s'attendaient à trouver des objets incriminants ou louches. Il avait en sa possession une paire de lunettes, 2 peignes, des ciseaux, de l'encens brûlant, du savon, de l'ail, du thé et 2 morceaux de papier avec des combinaisons mathématiques dessus. Concernant son apparence, sa chemise ainsi que son short,
contenaient des taches de sang, tandis que les chaussures avaient de la boue. Une analyse des empreintes digitales a été effectuée et comparée au dossier des policiers. Pour rappel, ces derniers avaient déjà prélevé ces empreintes lorsqu'il avait été condamné pour vol. Alors, Raman Raghav était-il bel et bien l'auteur de tous ces meurtres? Comme il avait affirmé, allait-il s'exprimer sur les horreurs qu'il avait commises? L'analyse des empreintes digitales s'est avérée positive. Les preuves étaient là pour attester les faits, bien qu'il avait avoué les meurtres. C'est une grande réussite pour les policiers de Mumbai. Ils étaient parvenus à mettre la main sur l'homme qui terrifiait les rues de la ville. Cependant, bien qu'ils avaient eu des aveux de sa part, la police ne voulait pas en rester là. Elle voulait comprendre les circonstances. C'est à ce moment-là qu'ils allaient se heurter à un mur. Suite à son arrestation et ses aveux, Raman Raghav devait faire face à un jugement préliminaire qui a eu lieu dans le tribunal du magistrat en chef additionnel de la présidence. Durant ce jugement, Raman Raghav n'a pas dit un seul mot. L'homme resta muet, mystérieux et implacable. Il n'a cédé à aucune forme de pression. Il semblait ne vouloir montrer aucune émotion. Comment la police allait-elle pouvoir le faire parler? Comment allait-il pouvoir obtenir des réponses à leurs questions? Ramakant Kulkarni, le commissaire ayant enquêté sur lui, s'est beaucoup penché sur le profil psychologique des criminels auxquels il avait affaire. Il ne s'arrêtait pas que sur l'analyse de ses victimes, mais il faisait également celle des tueurs. Il se disait que s'il essayait d'aller dans le sens du tueur, il réussirait à le faire parler et le faire sortir de son silence. Il eut alors une idée plutôt originale. Il savait que Raman avait ses préférences et ses petites habitudes. Alors, une fois en prison, il a décidé de lui donner accès à tout ce qu'il désirait avoir. Ainsi, il lui a donné du poulet, mais aussi de l'huile parfumée. En plus de recevoir de la nourriture qu'il aimait, il avait de quoi prendre soin de lui, avec son huile, mais aussi avec un miroir et un peigne. Il était très chanceux. Cependant, toutes ces attentions étaient calculées et sans s'en rendre compte, elles seront bénéfiques puisque Raman va céder. C'est après avoir demandé du curry de poulet, chose que les policiers ont fini par accepter après des semaines d'interrogatoire, que Raman a commencé à parler. Les attentions et la patience de Ramakant a fini par payer. C'est grâce à du curry que l'enquête a pu avancer. Ainsi, Raman donna un témoignage détaillé de ses meurtres. Il fera une description de son arme ainsi que de son mode opératoire. Il a même accepté de conduire les policiers sur les lieux où les meurtres avaient été commis. Une fois arrivé sur ces lieux, il leur a montré des couteaux, un tournevis, ce qu'il avait volé à ses victimes et d'autres affaires. Après avoir rapporté tous ces détails, le dossier fut alors renvoyé à la cour de session de Mumbai. Ainsi, le 2 juin 1969, le procès de Raman Raghav commença au tribunal du juge additionnel de session. Les preuves étaient irréfutables. Quelle stratégie la défense avait-elle mise en place? Une fois la reprise du procès, Raman a plaidé coupable. Un psychiatre de l'hôpital de Nahir a été cité comme un témoin de défense. Il s'était entretenu avec Raman Raghav le 5 août 1969 à la prison d'Archer Road. Il a établi que l'accusé souffrait de schizophrénie paranoïde chronique depuis de nombreuses années et qu'il ne pouvait donc pas saisir que ses actions allaient à l'encontre des lois. La défense a déclaré « L'accusé a commis l'acte de tuer. Il connaissait la nature de l'acte, à savoir le meurtre, mais ne comprenait pas que c'était contraire à la loi. Malgré tout cela, et face aux aveux, le tribunal a déclaré Raman Raghav coupable de plus de 40 meurtres. La sentence établie à la suite du procès fut la peine de mort. Raman l'accepta. Avant la confirmation de cette sentence, la Cour suprême de Mumbai a demandé à ce que le condamné soit à nouveau consulté par une équipe médicale pour 2 raisons. Ils ont fait appel à 3 psychiatres pour déterminer si la schizophrénie du criminel était bel et bien avérée et si suite à cette fragilité mentale, il aurait été capable de comprendre ses actions et de les expliquer.
Tout au long des 5 entretiens, Rahman a démontré avoir des idées de persécution et de grandeur. Il était victime de nombreux délires et croyances. Il était persuadé de l'existence de deux mondes distincts, le monde de Kanoun et le monde dans lequel il vivait. Il était persuadé également que les gens souhaitaient changer son sexe, mais qu'ils n'y sont pas parvenus car il était un représentant de Kanoun, qu'il possédait un pouvoir, que les gens souhaitaient l'inciter aux relations sexuelles pour qu'il puisse succomber puis se transformer en femme. Il répétait sans cesse qu'il était un homme à 101% et que le gouvernement l'avait conduit à Mumbai pour commettre des vols et des actes criminels. Il croyait également qu'il existait 3 gouvernements dans le pays, le gouvernement d'Akbar, le gouvernement britannique et le gouvernement du Congrès, et que ces gouverneurs essayaient de le persécuter et de le tenter. Suite aux nouveaux éléments apportés par la consultation médicale, sa condamnation à mort a été modifiée à la prison à perpétuité par la Cour suprême lors de son jugement le 4 août 1987. Raman Raghav est resté à la prison de Yerwada, à Pune, et fut surveillé par un institut central de la santé mentale et de la recherche. Il souffrait de problèmes de reins. Il est décédé le 7 avril 1995 d'une insuffisance rénale au Sassoon General Hospital de Pune. Ramakant Kulkarni a pris sa retraite en 1980 et est décédé en 2005. À propos de cette affaire, il existe peu d'informations détaillées concernant la vie du criminel et sa psychologie, mais également sur l'identité des victimes. Raman Raghav restera le plus célèbre et terrifiant tueur en série de l'histoire de l'Inde. La particularité de ce tueur est qu'il ne tuait pas pour des motifs célèbres comme l'argent, la jalousie, l'amour ou la vengeance. Il n'a démontré aucun signe de remords. Il semblait tuer ses victimes parce qu'une voix lui disait de le faire. Il n'y avait également aucune préméditation derrière les meurtres. C'est ainsi que se termine l'histoire du plus célèbre tueur en série de l'Inde, Raman Raghav.